Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Montréal, cher Michel, Monsieur le maire de Montréal, cher Denis, distingués invités de la table d'honneur, Mesdames, Messieurs, merci de votre présence et de votre accueil très chaleureux. C'est une joie de rencontrer encore une fois la communauté d'affaires de Montréal. Je suis Montréalais et je suis donc très fier d'être député d'un comté de Montréal. Et justement, le titre de député de Papineau est pour moi le plus précieux, parce que c'est en restant connecté et ancré dans la réalité des citoyens de Papineau que je peux comprendre les enjeux de tous les Canadiens. Nous avons un plan pour remettre le Canada sur pied, pour renouveler les assises de notre économie, pour diversifier nos leviers de croissance. Et Montréal est un bel exemple de tout ce potentiel que nous voulons libérer. Cher Denis, c'est un plaisir de te revoir. J'ai hâte de travailler de nouveau avec toi et de seconder tous les efforts que tu déploies au service de Montréal. Montréal a trouvé en toi un maire au franc-parler et un leader incontournable. Nous travaillerons ensemble pour faire un succès du 375e anniversaire de Montréal, qui coïncidera avec le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Nous travaillerons ensemble pour Montréal et pour notre pays. D'ailleurs, à titre d'exemple, j'aimerais féliciter Denis pour son intervention hier au sujet de Poste Canada, avec laquelle nous sommes entièrement d'accord. Nous nous retrouvons aussi aujourd'hui à quelques mois d'un rendez-vous électoral de première importance pour le Canada. Je suis très fier de l'équipe libérale qui sera à ce rendez-vous. Plusieurs de nos candidats sont ici dans la salle. Ils sont venus de partout au Québec, mais beaucoup de Montréal. Et je tiens à prendre quelques instants pour vous présenter nos députés et nos candidats si présents. Je vais leur demander de se lever lorsque je les nommerai et de rester debout. Marc Garneau, député et candidat dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Emmanuel Dubourg, député et candidat dans Bourassa. Francis Scarpalégia, député et candidat dans Lac-Saint-Louis. Et ensuite, les candidats, Pablo Rodriguez, candidat dans Honoré-Mercier et coprésident de la campagne pour le Québec avec Marie Tremblay, qui est ici aussi. Marois Risky, candidate dans Hochelaga. Christine Poirier, candidate dans Laurier-Sainte-Marie. Nadine Médawar, dans Rosemont, la Petite-Patrie. Frank Bayliss, dans Pierrefonds-Dollard. Marc Miller, dans Ville-Marie, le sud-ouest, Île-des-Sœurs, c'est-à-dire ici. Carl Trudel, dans Mirabel. Janice Belair, dans Rivière-du-Nord. Angelo Iacono, dans Alfred-Pélan. Alexandra Mendez, dans Brossard-Saint-Lambert. Brenda Shanahan, dans Châteauguay-Lacolle. Jean-Claude Poisson, dans La Prairie. Karine Desjardins, dans Belleuil-Chambly. Et à l'extérieur de la grande région de Montréal, Adam Veilleux, Antoine Bugeaud, Claude Boucher, Yuri Rousseau, David Gauvin, François-Philippe Champagne, Jacques Turgeon et Denis Paradis. Et je veux aussi souligner certains de nos aspirants candidats parmi nous aujourd'hui, Jean-Yves Duclos de Québec, Michel Audette dans Manicouagan et Mélanie Joly dans Huntsic-Cartierville. Les voici. Merci, mes amis, de votre présence, de votre engagement envers vos concitoyens. Vous savez, partout dans la grande région de Montréal, à travers le Québec, à travers le Canada, se tiennent des assemblées d'investiture. Les candidats sont nombreux. Leur bagage de talent et d'expertise est impressionnant. Nous sommes en train de constituer une grande force de changement, parce qu'il faut changer les choses.
Le Canada va dans la mauvaise direction. Au cours des dernières années, l'essor du secteur pétrolier a masqué des problèmes structurels sérieux. Les salaires de la classe moyenne sont stagnants, le taux de chômage chez les jeunes est trop élevé, la mobilité sociale est limitée. Le Parti libéral du Canada se donne une priorité principale. Nous allons doter le Canada d'une nouvelle politique économique. La prémisse sera simple. La prospérité du Canada commence par la prospérité de la classe moyenne. Le Canada, pays d'opportunités, pays d'égalité des chances, est devenu plus inéquitable sous M. Harper. Et malgré ses échecs, M. Harper semble incapable de corriger le tir parce qu'il est enfermé dans une approche vieille et dépassée. Il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous. Depuis 30 ans, entre 1981 et 2011, l'économie canadienne a grossi de 115 %, mais le revenu moyen des familles n'a progressé que de 15 %. Qui a donc profité de cette richesse? Les 1 % les plus riches qui ont vu leur revenu doubler et les 1 pour 1000 les plus riches qui ont vu leur revenu multiplié par 5. Si les revenus du reste des familles ont été stagnants, leurs dettes, cependant, ont bondi. Les consommateurs canadiens supportent aujourd'hui une dette moyenne de plus de 27 000 $, excluant les prêts hypothécaires. Nous avons donc une classe moyenne qui peine à joindre les deux bouts, dont les efforts et le talent profitent d'abord aux mieux nantis. Nous allons combattre ces inégalités de revenus car elles ont un effet néfaste. Elles sont source de tensions sociales, elles freinent des millions de Canadiens dans l'atteinte de leurs ambitions. Il faut que tous les Canadiens se réalisent à leur plein potentiel pour créer une économie qui est à l'essor à travers le Canada. Une classe moyenne prospère, ça donne un pays prospère. And the middle class needs support in order to grow our economy. The world we live in is full of challenges, but it is also full of incredible opportunities to be seized with the opening of new markets, the growth of developing countries, new forms of technology, and sustainable development. So our economic vision will aim to strengthen the prosperity of the middle class and create long-term growth in key areas. Nous allons déployer autour de la classe moyenne les leviers financiers, les instruments fiscaux et les infrastructures nécessaires pour que nos concitoyens puissent se réaliser, s'accomplir et porter dans leur réussite celle de leur famille et de leur pays. Nous formerons un gouvernement au service de la réussite des Canadiens. Nous bâtissons un programme qui va repositionner l'action économique du Canada pour accélérer notre marche vers la prospérité et adapter à la réalité du monde d'aujourd'hui. Ce repositionnement est nécessaire parce que les conservateurs ont échoué. Aujourd'hui, les Canadiens sont témoins de l'effondrement de la vision économique de Stephen Harper. M. Harper a tout misé sur le prix élevé du pétrole, mais maintenant que le prix a chuté, que voyons-nous? Nous voyons un gouvernement en panique qui repousse son budget. La Banque du Canada qui doit baisser son taux directeur. L'Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador qui annoncent des déficits. Et l'équilibre budgétaire fédéral à peine atteint est compromis. L'échec conservateur est complet. Nous sommes dans un monde complexe et nous avons un gouvernement unidimensionnel, un gouvernement qui ne comprend pas le monde d'aujourd'hui et qui ne sait pas gouverner pour le meilleur intérêt de notre pays à long terme. Le monde change, mais M. Harper reste figé dans le passé. M. Harper est en poste depuis 9 ans
Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce premier ministre affiche le pire bilan de croissance économique de tous les premiers ministres depuis R.B. Bennett dans les années 30 lors de la Grande Dépression. Sous M. Harper, l'économie canadienne a piétiné et les inégalités se sont accrues, autant les inégalités entre les citoyens que les inégalités entre les provinces. Dans les dernières années, seuls les citoyens des provinces productrices de pétrole ont vu leurs revenus augmenter, ceux de l'Alberta, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve et Labrador. Ici au Québec, comme en Ontario et au Manitoba, dans les Maritimes et en Colombie-Britannique, il n'y a eu à peu près aucune progression des revenus pendant la décennie de Stephen Harper. En fait, le Canada sous M. Harper est devenu un Canada à deux vitesses. Le Canada pétrolier qui avançait et l'autre Canada qui faisait trop souvent du surplace. Et maintenant, en plus, le Canada pétrolier recule. Or, devant une économie qui montre des signes si inquiétants, quelle est la priorité de M. Harper? Il annonce en grande pompe qu'il va mettre de l'argent dans les poches des plus riches. Il annonce sa politique du fractionnement du revenu. Une dépense nette de plus de 2 milliards de dollars qui profitera aux plus riches et qui sera financée par la classe moyenne. That's right. Mr. Harper's income-splitting plan will cost over $2 billion and will deliver the majority of the benefits to the wealthiest 15% of Canadians, straight out of the pockets of the middle class. Voyez l'inconséquence. Dans un contexte de faible croissance, le gouvernement met l'argent entre les mains des riches. L'effet de stimulation économique est nul. Pour stimuler l'économie, il faut remettre l'argent entre les mains de ceux qui en ont besoin et qui vont s'empresser de le dépenser pour le bien de leur famille. Alors, c'est justement l'approche que le Parti libéral du Canada propose aujourd'hui. Au lieu de consentir à des rabais d'impôts à ceux qui n'en ont pas de besoin, nous allons remettre l'argent à la bonne place, c'est-à-dire dans les poches de la classe moyenne, et nous investirons dans ce qui créera de la richesse à long terme. Notre nouvelle politique économique stratégique fera la réussite du Canada dans un monde moderne et complexe. En 5 points, nous allons investir dans les infrastructures, la colonne vertébrale de notre économie et de nos villes. Nous allons accompagner les Canadiens qui veulent faire des études postsecondaires parce qu'ils sont au cœur de notre avenir. Nous allons aider les entreprises à exporter les biens, le savoir-faire et la créativité canadienne à travers le monde. Nous allons appuyer l'entrepreneurship qui met en marche l'ambition des Canadiens et nous allons créer un climat favorable à l'investissement. Et cinquièmement, nous allons investir dans la recherche scientifique et l'économie du savoir parce que c'est là que s'invente l'avenir. Reprenons ces 5 points-là. Premièrement, un gouvernement libéral investira dans les infrastructures. En plus des nouveaux investissements directs et importants, il mettra en place des moyens novateurs pour financer des grands projets d'infrastructures qui sont essentiels à notre croissance économique à long terme. Nous allons notamment cibler les transports en commun parce qu'il faut offrir une alternative efficace à l'auto-solo, réduire les émissions de gaz à effet de serre et densifier nos villes. En ce sens, je salue l'entente entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement pour investir dans les infrastructures. Il s'agit d'une approche responsable pour investir dans le développement de la société sans endetter les citoyens. 2. Accompagner les Canadiens qui veulent faire des études supérieures. L'éducation est bien sûr un domaine de compétence du Québec et des autres provinces, mais appuyer les familles, les Canadiens qui veulent développer leur savoir et aller au bout de leurs ambitions, c'est notre rôle collectif.
C'est le rôle d'un gouvernement au service de la réussite des Canadiens. Et je répète, nous formerons un gouvernement au service de la réussite des citoyens. Notre troisième point est l'exportation des biens et de notre savoir-faire. Les économies fortes sont productrices de biens. Le secteur manufacturier est le premier investisseur en recherche et développement. Il fournit de bons emplois dans les régions autant que dans nos centres urbains. Nous allons aider nos manufacturiers à se moderniser et à atteindre de nouveaux marchés. Nous allons accompagner les petites et moyennes entreprises dans les marchés émergents et les aider à prendre pied en Europe. Il faut se préparer à l'entrée en vigueur de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Ce soutien à l'exportation s'étendra aussi dans la promotion et la diffusion de nos œuvres culturelles, ici et à l'étranger. Les arts et la culture enrichissent les communautés et élargissent les horizons des citoyens. Mieux promouvoir et mieux diffuser nos œuvres culturelles produit un double impact de création de richesses et de développement social. Le Québec est un exemple extraordinaire de promotion de ses artistes à l'étranger et le gouvernement canadien renouera avec des initiatives d'appui à la diffusion internationale de nos œuvres et de nos créateurs. Quatrièmement, l'entrepreneurship. Le Canada est un pays de petites et moyennes entreprises. C'est aussi le cas au Québec, qui compte plus de 220 000 entreprises, dont 98 % ont moins de 100 employés. C'est dire que notre prospérité s'incarne dans ces entreprises qui osent. Nous allons les aider à grandir, à se financer, à innover. Pour cela, nous allons créer un contexte plus propice à l'investissement. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il soit facile et payant d'investir dans l'avenir du Canada et dans la croissance de nos entreprises. Les fonds de travailleurs jouent notamment un rôle essentiel dans le démarrage des PME. C'est de l'argent qui sert à créer des emplois ici au Québec ainsi qu'ailleurs au Canada. Récemment, le gouvernement du Québec a modifié la gouvernance de ces fonds pour élargir leur capacité d'investissement. En investissant dans ces fonds, les Québécois investissent ainsi dans l'avenir. Malheureusement, le gouvernement conservateur a décidé de mettre fin au crédit d'impôt pour contribution à ces fonds. Et donc, je suis très fier d'annoncer aujourd'hui qu'un gouvernement libéral va réinstaurer le crédit d'impôt pour contribution à des fonds de travailleurs. Parce que tout le monde y gagne. Au Québec, ces fonds aident 650 000 travailleurs à épargner pour leur retraite tout en investissant dans les PME. Et cinquièmement et enfin, la recherche scientifique et l'innovation. Les conservateurs ont sabré dans le soutien à la recherche. Pourtant, c'est là qu'on crée les emplois de demain. C'est là qu'on fait des inventions qui deviennent des entreprises. Nous allons réinvestir en sciences, nous allons redonner droit de parole à nos scientifiques et nous allons restaurer immédiatement le formulaire long du recensement canadien. Voilà quels seront les grands traits de notre politique économique qui misera sur le talent des Canadiens. Mais un gouvernement libéral mettra en œuvre un autre changement important, celui du développement durable. L'économie et l'environnement ne sont pas en opposition. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, les deux vont obligatoirement ensemble.
Nous allons donc continuer de développer nos ressources naturelles, mais pas au détriment de notre environnement. Nous allons aussi faire face à nos obligations internationales. Dans 10 mois, à Paris, se tiendra la prochaine conférence de l'ONU sur le climat. Si je suis Premier ministre du Canada, je voudrais alors me présenter aux côtés de tous les premiers ministres du pays. Il est temps que le Canada parle d'une voix cohérente et que le point de vue de nos leaders, comme le Québec, soit valorisé. Un gouvernement libéral va fermement engager le Canada dans la lutte contre les changements climatiques parce que c'est la bonne chose à faire pour notre économie et pour notre avenir. Mr. Harper's indifference to what President Obama recently called the greatest threat to future generations is, quite frankly, shameful. His indifference is not only shameful from an environmental point of view, but it also comes at a cost. It weakens our trade relationships. Our trading partners are engaged in the fight against climate change, and we are not. This simply cannot go on. Ceux qui croient qu'il y a un coût à agir contre les changements climatiques sont dans l'erreur. Le coût est dans l'inaction. Pensons à l'érosion des berges au Québec, à la fonte du pergélisol dans le Grand Nord, à ces événements météo extrêmes de plus en plus fréquents, comme les inondations dans l'Ouest. Nous payons déjà un prix élevé pour le problème. Il est plus que temps de s'en rendre compte et d'agir en conséquence. Le Québec s'est donné un marché du carbone. La Colombie-Britannique, l'Alberta et bientôt l'Ontario marchent aussi dans cette voie qui consiste à mettre un prix sur le carbone. C'est dire qu'aujourd'hui, les provinces représentant 85 % de l'économie canadienne effectuent ce virage. Le Canada établira des cibles nationales de réduction des gaz à effet de serre en partenariat avec les provinces, parce que nos enfants seront fiers de nous et parce que je suis convaincu que se battre pour l'environnement, c'est aussi payant pour l'économie. Quand on récompense ceux qui réduisent leur pollution, on stimule l'innovation, on invente des solutions qu'on peut ensuite partager et vendre au monde entier. Les emplois de l'avenir vont être créés dans des pays qui s'engagent dans le développement durable. Il faut que le Canada sorte de cette absurdité qui consiste à récompenser ceux qui polluent. Il faut aller dans la direction inverse parce que c'est la seule direction possible. Comme le disait récemment Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Il n'y a tout simplement plus de choix à faire entre l'économie et l'environnement. Les deux sont indissociables. Le Parti libéral veut que le Canada redevienne une force positive à l'échelle du monde et qu'il soit le juste reflet de l'ambition et des espoirs de ses citoyens. La politique que nous sommes en train d'élaborer est par ailleurs taillée pour mesure, pour stimuler l'essor de Montréal. Il se passe des choses formidables ici. Il y a un ralliement de la communauté. Je pense à ce mouvement lancé par mon ami Jacques Ménard, Je vois Montréal. Je pense à cette grande campagne Prospérité Québec, lancée récemment par le Conseil du patronat du Québec avec l'appui de la communauté d'affaires incluant cette Chambre. Et comment ne pas souligner encore une fois le leadership de notre maire Denis dans ses discussions avec le gouvernement du Québec pour faire reconnaître à Montréal son statut de métropole avec les leviers qui l'accompagnent. Je pense aussi à tous ces projets qui avancent. Le quartier de l'innovation, partenariat entre l'Université McGill et l'ETS, le campus des sciences de l'Université de Montréal
les nouveaux hôpitaux universitaires, ce projet, Denis, qui te tient tellement à cœur, le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie. Le gouvernement que je dirigerai serait solidaire de Montréal. Avec les conservateurs, le ministre de Montréal est en estrie. Le premier ministre sera montréalais. Ça marche des deux bords, là. Et je peux vous dire une chose. En tant que Montréalais et député de Montréal, je pense comme vous. Une métropole comme Montréal doit avoir une liaison rapide avec son aéroport international. Ce dossier a assez traîné. C'est d'abord un dossier fédéral et nous prendrons le leadership de rassembler les partenaires de tous les niveaux pour le réaliser dans les meilleurs délais. Pensez-y, si c'est le nom de l'aéroport qui a empêché les conservateurs d'agir, bien, je vous dis que la même raison nous forcera d'agir. Il est temps de libérer l'aéroport Trudeau de ses cons oranges. Montréal, ville universitaire, ville de culture, de haute technologie, de pharmaceutique, d'aérospatiale, profitera des investissements stratégiques d'un gouvernement libéral dans la science et la recherche. Notre appui à l'entrepreneurship profitera, entre autres, à cette communauté grandissante qui est en train de faire de Montréal un formidable pôle de création numérique. Autour d'ici, ce sont des Québécois de toutes les origines qui conçoivent 5 des 10 jeux vidéo les plus vendus dans le monde. Ici, le dynamisme culturel se marie à la technologie comme nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Montreal is a truly extraordinary world-class city at the crossroads of cultures and culture, at the intersection of the economy and the environment. This city matters to Quebec, to Canada, to North America, and to the world. Plus, and I'm horribly biased, we have a hell of a hockey team. Montréal occupe une place unique dans l'histoire et dans l'identité canadienne. Ville de diversité et d'inclusion, Montréal est aussi la deuxième ville francophone du monde et ce caractère fondamental de Montréal et du Québec doit être promu. L'une des manières de le faire, l'une des manières d'affirmer ce rôle de pilier de la francophonie canadienne qu'est Montréal, c'est d'assurer un financement adéquat, stable et prévisible à Radio-Canada. Les francophones de l'Est à l'Ouest du Canada ont besoin d'un lien pour mieux les unir et mieux imprégner la réalité du pays. Ils n'ont surtout pas besoin de cette guerre idéologique odieuse que les conservateurs livrent à Radio-Canada. Nous allons redonner à Radio-Canada tous les moyens d'assumer fièrement sa mission unique d'information et de reflet de la diversité canadienne. Mesdames, Messieurs, le Parti libéral du Canada est au travail. Nous sommes en train d'élaborer une nouvelle politique économique qui va faire du Canada une force moderne capable de prospérer dans un monde complexe. Nous sommes en train de bâtir une équipe extraordinaire qui va représenter une force de changement. Et ça commence ici, chez nous, à Montréal. Merci beaucoup. À bientôt.